Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table, Jules Torres, bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir. Chef du service politique de Valeurs Actuelles. En ligne avec nous, le député EPR de Haute-Savoie, ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Bonsoir Antoine Armand. Bonsoir. Et merci d'être avec nous à distance dans votre circonscription. Antoine Armand, est-ce que le président a eu raison de répondre à Donald Trump comme il le fait, c'est-à-dire s'adresser à une grande partie des investisseurs aux États-Unis, les patrons qui sont concernés par ces droits de douane, qui sont, je le rappelle, à 20% pour l'Union européenne et même à 25% pour le secteur automobile, en disant, écoutez, pour l'instant, c'est trop brutal et donc on va stopper les investissements aux États-Unis jusqu'à nouvel ordre. Oui, le président de la République a eu raison de répondre à ce qui est un discours de domination politique de la part de Donald Trump. Ne nous y trompons pas, on a pu croire par le passé, du fait de ses affaires, du fait de sa carrière d'investisseur, que Donald Trump raisonnait en homme d'affaires, en businessman, en économiste. Ce qu'on voit avec les décisions complètement folles, irrationnelles, avec une volonté d'impérialisme très fort dans l'ensemble du continent, c'est qu'il s'agit de domination politique et de faire plier l'autre. Et donc la réponse à l'action par la force ne peut être qu'un discours de force à ce stade. Mais Antoine Armand, on pensait jusqu'à présent que c'était l'art du deal. C'est-à-dire que si Trump annonçait 50, c'est pour obtenir 30. S'il annonçait 30, c'est pour obtenir 20. Là, il s'est avancé tellement que il peut plus reculer et il a derrière lui son électorat, ses partenaires qui sont bien sûr les industriels américains. Donc là, il peut plus reculer. On n'est plus dans ce qu'on pensait être l'art du deal. Vous avez totalement raison. Et je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité et se dire qu'on est sans doute nombreux à avoir imaginé que derrière le mania de l'immobilier, il y avait Art of the Deal, l'homme qui demande plus pour obtenir la moitié. La réalité, c'est que Trump a basculé dans un discours néo-populiste qui inquiète les milieux économiques américains, qui inquiète les investisseurs, qui inquiète les entreprises. Et c'est d'ailleurs l'intention du président de la République française d'essayer de réveiller les aspirations américaines, le fameux big business américain qui s'était prononcé parfois en faveur de Donald Trump. Parce que si on n'a pas aujourd'hui les industriels américains, les investisseurs américains et demain les consommateurs américains qui se réveillent, c'est l'extinction du commerce mondial auquel on va assister. Parce que quand vous mettez 20, 25, 40% de droits de douane sur le commerce international, à la fin, c'est le consommateur qui voit sa facture exploser. Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles pour vous. Oui, Emmanuel Macron a parlé de guerre commerciale et le mot a son importance. Une guerre n'est jamais imprévisible, une guerre se prévoit, une guerre se prépare. Est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression, vous, ancien ministre de l'économie, qu'on se réveille un petit peu tard et qu'on fait semblant de découvrir aujourd'hui que Donald Trump, pense l'Amérique d'abord et que Donald Trump applique le programme pour lequel il a été élu? Est-ce qu'on ne se réveille pas un petit peu trop tard? Je vais être très franc avec vous. Je pense que la France s'y prépare depuis un moment, que le président s'y prépare et qu'il essaye, j'en suis témoin, de préparer les homologues européens depuis un moment. La réalité, c'est qu'on a une Union européenne qui s'est longtemps laissée bercer par l'illusion du doux commerce et qui a du mal à percevoir que l'économie est une arme politique comme une autre. Donc c'est pas la faute de la France, c'est la faute de l'Europe. Donc, pardon ? C'est pas la faute de la France, c'est la faute de l'Europe, c'est ce que vous dites? C'est pas moi, c'est lui. C'est une faute collective. Si on n'y est pas arrivé en européen, c'est évidemment aussi notre faute. C'est pas une question de renvoyer la balle. C'est simplement que la décision se prend au niveau européen. La décision des droits de douane, elle se fait au niveau européen. Donc, il faut que nos homologues autour de la table, qui découvrent parfois encore aujourd'hui, ce matin, que l'Amérique n'est pas l'allié parfait de toujours, eh bien, en tirent les conséquences. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas répondre dans les tout prochains jours. Mais est-ce qu'on n'a pas été... Le premier défaut de l'Europe, c'est sa lenteur. Le premier défaut du système européen, c'est son incapacité à réagir vite quand il y a une difficulté, quand il y a une crise. Eh ben, à nous de le faire maintenant. Mais Antoine Armand, est-ce que, je reprends l'argument de la naïveté qui est souligné par Sébastien Ligné, est-ce que on a eu raison, là encore une fois, au niveau de l'Europe, de, par exemple, taxer le bourbon? Je veux dire, quel est le pourcentage des importations de bourbon américain dans l'Union européenne, alors que face à ça, on a le cognac, on a les spiritueux français qui, eux, en l'occurrence, s'exportent. Les vignerons nous le disaient encore dans le journal de 19h, c'est le premier marché, les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on fait des décisions comme ça pour... c'est même plus du poil à gratter, là, c'est vraiment pour énerver les gens, pour ensuite avoir le retour de bâton qui est beaucoup plus important?
Mais Pierre de Villeneuve, vous pouvez pas dire à la fois on a été trop naïf, on n'a pas réagi assez vite, et à la fois déplorer qu'on ait pris des décisions urticantes. Mais si, parce que c'est un exemple concret que je vous donne. La vérité, c'est qu'on est aujourd'hui, et collectivement, européens, et tous, y compris en France, et je pense qu'il y a peu de commentateurs qui peuvent s'enorgueillir d'avoir tout prévu, on est aujourd'hui frappé par le fait que Donald Trump dépasse toutes les barrières, y compris celles qu'on lui croyait infranchissables, c'est-à-dire la rationalité économique et le business mondial. Jules Torres. Non, mais en l'occurrence, Donald Trump, j'ai quand même l'impression qu'il a été élu pour ça. Que l'ouvrier de la classe moyenne blanche du Wisconsin ou l'ouvrier de la classe moyenne inférieure de Détroit, il est très content d'entendre aujourd'hui le discours de Donald Trump. Et en réalité, moi, j'ai un petit peu l'impression que Donald Trump, son accession à la Maison-Blanche a été la meilleure chose, non pas pour l'Union européenne, mais pour la France. C'est-à-dire qu'on se réveille sur la question de la guerre en Ukraine, il se retire, la France nous dit, défense européenne, sur cette question-là des tarifs de douane, il va obliger Emmanuel Macron à être le patron de l'Union européenne, et à ce titre-là, c'est une bonne chose. Quelle est votre question, Jules Torres? Non, c'était une réflexion. Ah non, mais vous voulez avoir l'avis d'Antoine Armand là-dessus? Oui, pourquoi pas. Alors, Antoine. Oui, je vous rejoins pleinement. Je pense que la question, c'est est-ce que dans 6 mois ou dans 1 an, quand le prix des voitures américaines, quand le prix de la consommation courante américaine va exploser, est-ce que l'ouvrier dont vous parlez en verra toujours les conséquences? Vous savez, ça me fait un peu penser à ces Américains qui ont voté Trump et qui découvrent que leur conjoint est licencié du jour au lendemain du ministère de l'Éducation nationale. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas un effet boomerang dans quelques mois? Là où vous avez totalement raison, c'est que on a, sous l'administration Biden, fait comme si les États-Unis n'étaient pas les États-Unis. Mais sous Biden, il y avait déjà une tendance isolationniste, il y avait déjà une tendance à l'extraterritorialité, au protectionnisme. Donc là, vous avez totalement raison. Et maintenant, on n'a plus aucune excuse. Maintenant, on peut pas dire qu'on va trouver un accord avec Monsieur Trump qui manifestement essaye simplement de tirer à boulet rouge dans tous les domaines. Maintenant, on compte sur nous-mêmes. On a besoin de le faire au niveau européen, c'est une évidence, et il faudra évidemment que la France se pose de ce point de vue-là comme le leader de ceux qui se défendent. Le député EPR de Haute-Savoie et ancien ministre de l'économie est avec nous encore quelques minutes. On marque une pause, Antoine Armand, si vous le voulez bien, et on vous reprend juste après le rappel des titres de l'actualité. On s'interrogera notamment sur ce côté protectionniste des Américains. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jules Torres, Sébastien Ligné et l'ancien ministre de l'économie, député EPR de Haute-Savoie, Antoine Armand. Antoine Armand, votre ancien collègue, je pense que je ne sais plus si vous étiez dans le même gouvernement, mais en tout cas vous connaissez avec Laurent Saint-Martin, vient de dire les 20% de taxes, là c'est un postulat de base, rien n'est définitif. Ça veut dire quoi ça exactement ? Et le gouvernement est dans son rôle, dans une tentative de désescalade, dans une capacité à montrer que c'est pas l'Europe qui est l'instigatrice de ce geste hostile politique et économique. Donc il ment. Et que l'Europe est prête. Laurent Saint-Martin ? Pardon ? Il ment, Laurent Saint-Martin ? Non, il est dans son rôle de laisser la porte ouverte à la négociation. Je pense pour ma part qu'il ne faut pas se leurrer sur la volonté profonde de Donald Trump et que je ne crois pas que quand vous êtes le président des États-Unis d'Amérique et que vous lancez une salve de droits de douane contre l'ensemble des pays du monde, eh bien, vous soyez prêt à vous arrêter en cours de chemin. Et je pense que l'évolution de Donald Trump, y compris sur le Groenland, montre assez clairement que la domination politique et l'envie de démontrer à son électorat qu'il ne connaîtra pas de limite et qu'on ne lui imposera aucune limite est très très forte. Ouais. Et qu'il faut se préparer à la suite, tout en restant ouvert et surtout en ne tombant pas dans l'excès inverse qui consisterait à donner l'impression que c'est l'Europe qui est hostile. En tout cas, je note votre différence de point de vue avec Laurent Saint-Martin, c'est très intéressant. Je voudrais juste attirer l'attention des auditeurs, et on en parlait tout à l'heure avec le rédacteur en chef de cette émission, Julien Brigaud. L'Amérique, dans son histoire, en fait, nous, on est confrontés à l'histoire contemporaine, avec 45, les Américains sauveurs, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais en réalité, les Américains sont isolationnistes la plupart du temps dans leur histoire. Donc finalement, peut-être que Donald Trump essaye de refaire ça à nouveau. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, en fait, il est lié, Antoine Armand, dans quelle situation nous retrouvons-nous ? Nous avons, et je parle sous votre contrôle, des entreprises françaises et une dette souveraine dans lesquelles il y a
de l'argent américain par l'intermédiaire des fameux fonds d'investissement. On sait aujourd'hui que les grandes banques, les grandes institutions financières françaises et donc celles qui prêtent à la fois aux grandes boîtes mais aussi aux PME, il y a de l'argent américain. Donc qu'est-ce qui se passe là ? Trump isole les États-Unis et paradoxalement, on est dépendant d'eux puisque l'argent est américain. Oui, il y a des interdépendances, et dans les deux sens d'ailleurs. C'est-à-dire que les obligations du Trésor américaine sont aussi financées par le reste du monde. Pour notre part, la dette française extra-européenne, c'est au plus un quart, et une petite partie seulement de celle-ci qui est américaine. Donc on n'est pas exposé d'un point de vue de la souveraineté financière et de la dette. Un quart de 3300 milliards, c'est quand même beaucoup. Oui, parce qu'il y a de la dette privée également, mais là où ce que vous avez raison de souligner, et c'est toute l'irrationalité de la décision de Trump, c'est que nous vivons dans un monde ouvert où des fonds européens financent des entreprises et des investissements américains et inversement. Et que à la fin, c'est de la destruction d'emplois et de valeurs au moment où on doit faire face à l'agression russe en Ukraine, au moment où la Chine ne prend pas vraiment de gants pour construire les nouvelles routes de la soie. Bref, au moment précis où on a besoin des Américains, où on a besoin d'un Occident fort, on se trouve plus que mis en difficulté, pris en hostilité avec les États-Unis. Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles. Justement, vous avez prononcé l'expression magique, vous avez parlé de monde ouvert, mais justement, est-ce que ce n'est pas le postulat de base qui est trompé ? Est-ce que ce monde ouvert n'est pas aujourd'hui remis en question aussi par la volonté protectionniste des Américains? Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur cette image d'un grand marché unique, d'un mondialisme galopant et d'un monde ouvert sans frontières économiques? Est-ce que ce n'est pas aussi cela qui est en train d'être remis en cause depuis hier soir? Alors, c'est remis en cause de longue date par la Chine qui a beau prétendre être ouverte au commerce, comme vous le savez, à des subventions extrêmement déloyales, par de nombreux pays partout dans le monde. Simplement, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les États-Unis renouent avec une tradition du temps long qui est une poussée isolationniste, qui n'est pas récente, qui est très profonde et qui fait que l'Europe ne peut pas réagir, et là je vous rejoins, ne peut pas réagir comme le marché unique qu'elle a rêvé de constituer au niveau international pour le moment, parce que nous serons demain les seuls dans la pièce mondiale, si j'ose dire, à réfléchir comme ça. Et que face à ça, c'est du protectionnisme réglementaire, c'est du protectionnisme économique, c'est du protectionnisme écologique qu'il faut mettre en place. Mais le problème, il faut au moins avoir le courage de se dire la vérité directement, et surtout en français, c'est que à la fin, c'est les prix qui augmentent. Bien sûr. C'est l'inflation qui augmente en France et partout dans le monde. Non, justement, c'était la question que je voulais poser, c'était quelles sont les conséquences potentielles et palpables dès demain pour les Français, pour les consommateurs de cette guerre commerciale. Qu'est-ce qui va vraiment changer dans le quotidien des Français dès demain ? Alors, d'un point de vue commercial, d'un point de vue du consommateur particulier, sans doute probablement assez peu de choses à très court terme, parce que les biens de consommation ne sont pas majoritairement importés depuis les États-Unis. En revanche, je prends un seul secteur parmi d'autres. Vous savez que le secteur automobile est en grande difficulté. La compétitivité du continent européen va être minée, criblée, complètement écrasée par ces nouveaux droits de douane. Autrement dit, on va devoir refonder des systèmes industriels beaucoup plus vite que prévu. Et là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'investissement, c'est la protection, c'est un réflexe souverain et, vous avez employé le mot tout à l'heure, beaucoup moins naïf. Mais c'est pas un mal pour un bien ? Pardon, mais justement, vous parlez il va falloir réindustrialiser beaucoup plus rapidement. On en parle beaucoup de ce mot depuis des années, notamment avec Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas finalement une bonne chose pour nous, un réveil, et qu'en réalité, oui, une industrie française, ce n'est pas seulement un plus, mais c'est en réalité une nécessité aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est que ça, à ceux qui en doutaient encore, c'est l'occasion de voir que, si vous me passez l'expression, l'industrie, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la condition de l'existence d'une nation. Mais que avoir une industrie, et une industrie lourde dans un pays, dans un État-nation moderne, c'est pas uniquement ce qu'on fait, et c'est très bien, développer des nouvelles technologies servicielles, de software, c'est avoir des infrastructures, avoir de l'énergie, avoir des centrales nucléaires. Et ça, qu'est-ce que ça prend? Du foncier, ça a un impact sur la biodiversité, ça demande de la main-d'œuvre, bref, ça demande que toute la nation se projette de manière patriotique dans quelque chose qui nécessite de l'effort, qui est pas évident et qui prend du temps. Bref, autant de choses qui sont difficiles dans le monde politique contemporain, mais dont on ne peut pas faire abstraction si on veut renouer avec
au moins l'idée de puissance. Comment va s'organiser la réplique de la France et de l'Europe? Écoutez 3 réactions, celle de François Bayrou, d'Ursula von der Leyen et du président de la CPME. Cette décision est une catastrophe pour le monde de l'économie. C'est une immense difficulté pour l'Europe. Je crois que c'est aussi une catastrophe pour les États-Unis et pour les citoyens américains. Ce sont des temps graves dans lesquels nous sommes entrés. Nous sommes prêts à réagir. Si vous vous en prenez à l'un d'entre nous, vous vous en prenez à nous tous. La nation doit être derrière ces entreprises parce que nos entreprises vont être attaquées et nos petites entreprises vont être encore plus fragiles dans cette attaque américaine. Il faut que l'Union européenne, bien évidemment, soutienne son économie, mais il faut qu'il y ait un front politique et un front économique qui soit uni. Antoine Armand, la phrase de François Bayrou est assez intéressante parce que c'est totalement le contraire de ce que dit Donald Trump. Donald Trump dit « nous, on sera plus forts et vous, vous serez plus faibles ». Et François Bayrou, en même temps que Emmanuel Macron, dit « on sera tous plus faibles ». Oui, c'est le principe d'une guerre commerciale. Elle abîme les citoyens, les consommateurs, les industries des deux pays. Mais le moteur populiste de Donald Trump, c'est de fuir le plus longtemps possible en avant. Et si l'industrie américaine se dégrade, de dire que c'est la faute des industries européennes et d'aggraver encore les droits de douane. Et c'est cette fuite en avant qui est extrêmement problématique. Parce que dès lors que c'est plus appuyé sur un raisonnement économique, il n'y a plus de limite. Bon, en tout cas, on a été bien naïfs pendant ces dernières décennies de se dire que l'Asie du Sud-Est et en même temps la Chine, c'était les sous-traitants, de se dire que les Américains, ils faisaient leur truc de leur côté et que de toute façon, leur voiture était incompatible avec les routes européennes. Voilà, nous voilà quand même dans une situation assez complexe et merci beaucoup à vous, Antoine Armand, d'avoir été notre invité en direct sur Europe 1.